Bonjour à tous, donc on va démarrer ce webinaire. Alors attendez, il faut que j'accepte le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire un webinaire du coup sur la création d'identité et la qualification. Donc pour rappel, les petites règles. Alors déjà, les micros sont désactivés pendant la présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation. On les regardera en fin de présentation. Pour rappel, le webinaire est enregistré. Donc voilà, si vous avez besoin de le revoir en replay ou si vous avez des collègues qui n'ont pas pu le regarder, je vous enverrai un mail d'ici la semaine prochaine avec la vidéo du webinaire. Pardon. Pour les questions, donc n'hésitez pas dans la conversation, on aura un petit moment à la fin pour les regarder. Donc pour rappel, ce webinaire fait partie d'un ensemble de 5 webinaires. On a déjà fait un premier webinaire sur l'organisation interne pour améliorer le taux de qualification de l'INS. Sur ce webinaire-là, on va parler essentiellement de comment saisir au mieux les informations, quels sont les documents permettant de valider les identités des patients. Et également, voilà, le principe classique des différents statuts d'identité. On considérera aujourd'hui que la partie qualification se fait sans aucun souci, et on regardera dans le prochain webinaire tout ce qui est discordance ou cas un peu plus compliqué de qualification. Donc pour rappel, je vais aller très vite parce qu'on a pas mal de choses à voir dans le webinaire. Je vous rappelle qu'on a 4 statuts différents d'une identité. Les identités provisoires, qui sont les identités les moins fiables, celles qui sont saisies par exemple uniquement à l'oral en fonction du nom et du prénom du patient. Ce qui est très important, c'est d'obtenir assez vite. Alors, j'ai une personne qui me dit qu'elle ne voit pas le contenu de l'affichage. Alors, est-ce que les autres personnes le voient? Dites-moi, hein, n'hésitez pas. Ok. Donc, je vous laisse peut-être quitter et revenir dans la réunion pour avoir le bon affichage. Donc les différents statuts d'identité. Donc identité provisoire, on va essayer de passer directement à une identité validée le plus rapidement possible, dans l'idéal même à la création directement de l'identité, donc avec des pièces à haut niveau de confiance. Donc on va détailler ce que ça veut dire dans la suite. Donc ce qu'il faut bien noter, c'est que le passeport n'est pas une pièce à haut niveau de confiance et la pièce d'identité non plus. Pas la pièce d'identité, pardon, la carte vitale, excusez-moi. Une fois qu'on a une identité validée, on peut faire appel au téléservice pour récupérer donc l'INS, qui est l'identité qui est partagée, qui est unique, qui est partagée dans des bases nationales, pour atteindre une identité qualifiée, qui est la seule identité qui va permettre, par exemple, d'envoyer les documents au DMP. Et donc, c'est l'objectif qu'on a pour toutes les identités. J'ai dit le passeport. Si, le passeport, excusez-moi, ma langue a peut-être fourché. Ce qui est important, c'est le permis de conduire, qui n'est pas une pièce d'identité à haute valeur de confiance, et la carte vitale. Voilà, c'est tout. On peut aussi suivre le chemin qui est de identité provisoire vers identité récupérée et enfin vers identité qualifiée. Mais c'est un chemin qui est un peu moins logique, puisqu'on va essayer de récupérer des informations par le téléservice INSI sur une identité qui n'est pas forcément très fiable. Donc voilà, le chemin à suivre de manière privilégiée, c'est vraiment identité provisoire vers identité validée et identité qualifiée. Donc, les différentes pièces d'identité. Donc là, je vois que vous avez déjà des questions sur ça. On va vraiment détailler les pièces qui sont autorisées. On va prendre le temps de voir les différents cas particuliers. Alors, l'information du jour importante, c'est que le RNIV version 2 a été publié ce matin au journal officiel. Donc, il est désormais applicable. Et il détaille beaucoup plus les dispositifs d'identification qui peuvent être utilisés et les différents cas particuliers. Donc là, dans mon webinaire, je vous en parle, je vous montre les différentes pièces qui ont été rajoutées, les différents cas particuliers. Et vraiment, il est applicable à partir d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour vos procédures en fonction. Il doit être disponible, la nouvelle version, je pense, depuis midi sur le site de l'ANS, si vous voulez, mais je vous renverrai les liens dans le mail. Donc, le cas général, pour les usagers français, qu'ils soient majeurs ou mineurs, c'est la carte nationale d'identité ou le passeport. Pour les usagers étrangers, majeurs ou mineurs, on va avoir le passeport ou le titre de séjour. Et
pour certains étrangers qui soient majeurs ou mineurs, donc qui sont ressortissants de l'Union européenne ou de l'ensemble des pays que j'ai notés ici, donc qui sont des pays frontaliers. On va accepter donc bien entendu le passeport ou le titre de séjour comme les autres personnes étrangères, mais également leur carte nationale d'identité. On a également la possibilité d'accepter ce qu'on appelle les dispositifs d'identification électronique de haut niveau garantis au sens du règlement EIDAS. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce règlement, il est disponible sur le site cyber.gouv, je vous ai mis le lien. Et en particulier, ça va accepter, on va en reparler plus tard, l'application carte vitale. Donc, je ne parle pas de la carte vitale, mais je parle bien de l'application carte vitale, l'identité numérique de la Poste ou la e-carte d'identité. On a ensuite, donc ça c'est le cas général qui est valable tout le temps, et on a des cas particuliers pour différentes catégories de population. Donc en particulier pour les mineurs. Pour les mineurs, ils n'ont pas forcément de pièces de documents officiels d'identité, donc de carte d'identité ou de passeport. Donc on va accepter pour eux de manière dérogatoire l'extrait d'acte de naissance de l'enfant ou le livret de famille, et par contre toujours accompagné d'un dispositif à haut niveau de confiance d'un des parents. Donc ça va permettre par exemple de valider l'identité d'un nouveau-né avec l'extrait d'acte de naissance et la pièce d'identité de la mère ou du père. On peut également accepter dans le cas où l'enfant n'est plus sous la responsabilité de ses parents, mais qu'il y a un délégataire de l'exercice de l'autorité parentale, ou un tuteur. On va accepter les mêmes pièces d'identité, donc l'extrait d'acte de naissance ou le livret de famille, accompagné du dispositif à haut niveau de confiance du tuteur ou de celui qui exerce l'autorité parentale. Mais par contre, on va rajouter en plus la décision de justice qui indique que c'est bien son tuteur. Et de la même manière, on a un document supplémentaire pour les étrangers mineurs, qui est le document de circulation lorsqu'il comporte une photo d'identité. Voilà, parce qu'ils n'ont pas forcément, c'est pareil, les papiers d'identité comme leurs parents. Pour les mineurs qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et qui ne possèdent pas de document officiel d'identité, on va accepter également l'extrait d'acte de naissance accompagné de la carte vitale avec photographie. Donc là, c'est pour gérer le cas où l'enfant est toujours sur la responsabilité de ses parents, mais qui ne sont pas disponibles, enfin qui ne sont pas présents aux rendez-vous médicaux. Et donc là, on simplifie la validation de l'identité en acceptant la carte vitale avec photographie en plus de l'extrait d'acte de naissance. Pour les personnes âgées, on a des dérogations également sur les personnes âgées qui sont résidentes, par exemple, en EHPAD. Là où c'est leur lieu de vie, c'est pas un endroit où il y a une hospitalisation temporaire. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de pièce d'identité, de documents ou de passeport, on va accepter le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance de cette personne, accompagné de sa carte vitale avec photographie. Avant, ce qui était demandé, c'était le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance accompagné de la pièce d'identité d'un de ses descendants. En pratique, ça peut être assez compliqué. Donc, on a simplifié en proposant de rester sur la carte vitale avec photographie, mais bien entendu, en plus du livret de famille ou de l'extrait d'acte de naissance. Sachant que l'extrait d'acte de naissance peut être obtenu par un tiers, donc il peut être demandé par la structure d'accueil. Et il est à noter que cette possibilité pour valider l'identité, elle est applicable qu'en admission directe en EHPAD. Elle ne va pas pouvoir être utilisée, cette dérogation, pour une hospitalisation dans un établissement sanitaire qui ne serait pas son lieu de vie. Le seul cas où ça peut être utilisé pour une hospitalisation, c'est si c'est dans la même structure en fait que le système d'information est le même que l'EHPAD, et dans ce cas-là, la qualification, la validation de l'identité pourra être conservée. La carte vitale, ce qui apporte, c'est la photographie. Excusez-moi. Effectivement, c'est l'important, c'est qu'il faut que la carte vitale ait la photographie. C'est pour montrer qu'on a bien que le patient correspond bien aux documents qu'il nous transmet. Donc, je vous ai parlé de l'application carte vitale en début. Donc, c'est une application qui se met en place, qui a été rajoutée donc dans la nouvelle version du RNIV. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou si vous avez déjà utilisé vous-même, mais c'est la possibilité d'avoir sur son téléphone une application
qui est donc rattaché à sa carte vitale et qui permet en finalité de générer un QR code qui va permettre au niveau d'une hospitalisation ou d'un accueil de scanner ce QR code et de récupérer l'identité du patient. Donc ça comporte différentes étapes, cette inscription et cet ajout d'application. Donc bien entendu, il faut avoir les informations sur sa carte vitale, mais on doit également présenter un document d'identité qui va être pris en photographie donc par l'application, qui va être contrôlé. Et il y a également un appel au téléservice qui est fait pour essayer de récupérer l'identité de la personne du coup qui est propriétaire de l'application. Ce qui se passe en pratique, c'est que le logiciel, enfin l'application, va regarder les traits du patient sur son application, va supprimer tout ce qui est tiret apostrophe, virgule, espace, et va comparer en faisant les mêmes suppressions à l'identité qui est retournée par le téléservice. Si l'identité est identique, ou du moins si la plus petite chaîne de caractères en commun est identique, l'identité va être considérée comme identique et va être récupérée. Et donc, le statut de l'identité dans cette application va être au statut qualifié. Donc, quand je parlais de la plus petite partie commune entre les deux comparaisons, c'est que par exemple si sur votre carte vitale, enfin sur vos traits d'identité, pardon, votre nom c'est Pierre-Paul Jean et que l'INS renvoie uniquement Pierre-Paul, comme le début de Pierre-Paul Jean c'est la même, ils vont considérer que l'identité est correcte et va être récupérée. Par contre, si vous vous appelez Pierre-Paul Jean sur votre carte d'identité et que l'INS renvoie Pierre Jean, excusez-moi, je suis perdue, le début ne sera pas identique et donc l'identité ne sera pas récupérée et l'identité ne sera pas qualifiée. Donc, une fois qu'on a fait cette application-là, le propriétaire de l'application, en fait, il a eu cette procédure d'enrôlement. Donc, on a vérifié sa pièce d'identité et il y a eu l'appel au téléservice. Donc, l'identité est qualifiée. Et si votre logiciel vous permet de scanner ce QR code, il est accepté de récupérer directement cette identité au statut qualifié dans votre logiciel. Donc là, c'est vraiment pour ce qu'on appelle le propriétaire de l'application, c'est l'ayant droit principal. Par contre, on peut avoir également sur cette application, on va avoir tous les bénéficiaires, donc par exemple ces enfants, qui apparaissent également, pour lesquels il y aura eu un appel au téléservice qui est fait, qui est présenté comme étant également qualifié, mais au niveau identito-vigilance, là, il n'y a pas eu d'enrôlement de fait, il n'y a pas eu de vérification de la pièce d'identité. Donc ça, c'est aux structures de décider si au niveau de la récupération d'une telle identité, vous voulez la récupérer au statut qualifié, ou si vous voulez dire, bah non, je bloque, moi je reste au statut récupéré et je passerai au qualifié en regardant en même temps un document d'identité. Voilà, il faut que votre logiciel en tout cas vous permette de faire les deux, que ce soit configurable et qu'il ne vous oblige pas obligatoirement à récupérer ces identités au statut qualifié. Et bien entendu, c'est quand même préférable de vérifier l'identité pour les personnes qui n'ont pas eu l'enrôlement. Alors, ensuite, j'ai pas mal de questions sur les pièces d'identité, sur les cas particuliers. Donc, tout ce qui est pièce d'identité à haute valeur de confiance, si elle est périmée, vous pouvez toujours l'utiliser pour valider l'identité du patient. Dans le cas où un patient vous présente deux pièces d'identité différentes, donc par exemple un passeport et une pièce d'identité, au même moment ou de manière différente, mais que les informations dedans sont différentes, on avait différentes règles qui étaient répandues. En particulier, on prenait en priorité plutôt le passeport ou on prenait la pièce la plus récente. Du coup, au niveau du RNIV, ce qui a été décidé, c'est d'harmoniser ces pratiques et de demander dans un premier temps déjà à l'usager d'indiquer quelle est la pièce correcte. S'il sait qu'il y a une erreur sur son passeport, par exemple, il vous dira bah non, c'est ma pièce d'identité qu'il faut prendre. Et surtout lui dire dans ce cas-là, vous nous présentez plus que cette pièce d'identité pour que, au niveau de toutes les prises en charge, vous soyez identifié de la même façon. Et si jamais le patient n'est pas interrogeable, dans ce cas-là, vous allez prioriser le passeport, puis la carte nationale d'identité, puis le titre de séjour. Et ce, quelle que soit la date de validité. Même si le titre de séjour est plus récent, si vous présentez un passeport en même temps, vous prendrez le passeport. On a des cas aussi un peu particuliers au niveau des changements de très stricts. Donc ça arrive assez fréquemment. Il y a eu la loi Dupond-Moretti qui a simplifié le changement de nom.
Il peut y avoir des changements qui sont suite à des corrections de prénom, de sexe ou de date de naissance également, ou encore suite à une réassignation sexuelle. Donc si là le patient arrive avec une pièce d'identité qui est à jour, ben voilà, il n'y a pas de débat. Par contre, s'il arrive avec une pièce d'identité qui n'est pas à jour, on avait la problématique qu'on ne pouvait pas valider sa nouvelle identité. Donc on a rajouté un cas particulier pour ces cas-là, où on peut valider l'identité si on a la décision judiciaire qui indique le changement de nom ou le changement de sexe, ou enfin n'importe quel changement de très strict, et qui indique l'ancienne identité et la nouvelle identité, et qu'en parallèle, le patient vous présente l'identité qui correspond à son ancienne identité, en fait, pour faire le lien, et qui vous dit, voilà, c'était mon ancienne identité, je vous prouve que j'ai bien changé, et du coup, on a le droit de valider sa nouvelle identité, même avant que les papiers ne soient mis à jour. Pour le nom utilisé à la place du nom de naissance. Donc ça, c'est plutôt pour des personnes qui sont étrangères, qui ont des passeports étrangers. Dans certains cas, le nom de naissance peut complètement disparaître du document à haut niveau de confiance. Par exemple, les noms des femmes mariées remplacent complètement leur nom de naissance pour certains pays. Donc dans ce cas-là, c'est important d'interroger le patient, de lui demander quel est son nom de naissance et bien sûr de le saisir, et de privilégier dans ce cas-là d'avoir un document qui mentionne ce nom de naissance. Donc ça peut être un extrait d'acte de naissance ou des pièces à niveau de confiance moins élevé, par exemple l'attestation carte vitale ou la carte de mutuelle, en plus du dispositif à haut niveau de confiance. Ce qui vous permettra de valider l'identité, mais en ayant l'identité correcte de la personne. Pour tout ce qui est présentation d'une copie papier ou numérique. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive avec une photocopie d'une pièce d'identité ou qui vous montre une photo de sa pièce d'identité sur son téléphone, ça ne permet pas de valider une identité. Ça a été clarifié dans le RNIV. Il faut systématiquement visualiser l'original. La seule exception, c'est dans le cas où une personne qui vient d'une structure du secteur médico-social vient avec une photocopie d'identité qui a été réalisée par la structure d'hébergement, qui plutôt que de lui donner sa pièce d'identité ou la faire hospitaliser avec ses papiers, préfère les conserver à la structure d'hébergement et a fait une photocopie de la pièce d'identité. Mais dans tous les autres cas, c'est pas possible de valider sans avoir visualisé l'original. De la même façon, on voit beaucoup apparaître le justificatif d'identité à usage unique. Alors, c'est le justificatif qui est utilisé, par exemple, si vous voulez faire des locations d'appartements et pour faire les dossiers, de ne pas transmettre directement vos pièces d'identité. Il y a un site par le gouvernement qui permet de générer un justificatif à usage unique pour masquer ces informations de pièces d'identité et pour éviter des usurpations d'identité. La problématique, c'est qu'il n'y a pas de photo sur ces documents. Donc, pour de l'identitovigilance, ce n'est pas considéré comme suffisant pour valider l'identité du patient. Donc, le moyen qui peut être utilisé, c'est de demander de contrôler visuellement la carte d'identité qui a permis la génération de ce document et surtout de demander au patient de générer ce document devant vous. En ouvrant l'application, donc du coup en déverrouillant son téléphone et en créant le document. Et en vous le montrant, en vous le transmettant également par messagerie s'il souhaite vous l'envoyer par informatique. Ce qui est à noter, c'est que par contre, ce justificatif d'identité, s'il ne peut pas être utilisé en première intention tout seul pour la validation d'identité, il peut par contre être conservé par l'établissement à la place de la copie de la pièce d'identité, dans le cas où le patient ne souhaite pas que l'on fasse une copie de cette pièce d'identité. Et donc, je rebondis sur cette question-là qui revient également régulièrement et qui avait été posée d'ailleurs dans le dernier webinaire sur la copie de la pièce d'identité, savoir si c'est obligatoire ou non. Donc, il n'est pas du tout obligatoire de conserver une copie du document d'identité. C'est fortement recommandé. Effectivement, c'est plus simple, par exemple, pour tout ce qui est validation ou qualification en back-office. Là, ça va être obligatoire. Si vous ne l'avez pas, la pièce d'identité, vous ne pourrez pas faire ce travail-là. Par contre, vraiment réglementairement, ce qui est obligatoire, c'est de noter le type de pièce qui a été utilisée pour la validation. Mais voilà, si l'usager ne veut pas faire de copie ou si vous n'avez pas les moyens de conserver ces copies dans vos systèmes d'information, alors vous n'avez pas l'obligation de le faire.
Sachant, donc c'est précisé dans le RNIV 1, là je vous ai mis l'extrait, si vous décidez de conserver les pièces d'identité, la durée maximale est de 5 ans et la CNIL préconise fortement de ne pas dépasser 3 ans à partir de la dernière venue de l'usager. Et si vous avez des copies de pièces d'identité, il faut qu'elles soient chiffrées et il faut que les accès à ces copies soient limités à certains professionnels qui sont spécifiquement habilités. De la même façon, si vous faites une copie papier, donc une photocopie, là, vous n'allez pas pouvoir la crypter, mais par contre, il faudra que ce soit dans un endroit sécurisé et accessible seulement à certaines personnes. Et pareil, au bout de 3 ans et 5 ans maximum, il faudra que les pièces soient détruites. Et dans tous les cas, l'usager, il peut s'opposer à cet archivage. Pour ce qui est demande de présentation d'une pièce d'identité, comment inciter les personnes à vous le présenter? Alors, il y a différents flyers ou documents téléchargeables que je vous ai mis un lien, donc le petit flyer que vous devez certainement connaître, qui indique que voilà, pour être bien soigné, il faut être bien identifié. Donc, c'est en préconisation, n'hésitez pas à le rajouter dans tout ce qui est courrier de convocation quand c'est des hospitalisations qui sont prévues ou les rappels de rendez-vous par SMS pour que les personnes pensent à la prendre, même si ça va devenir quand même de plus en plus culturel de penser à emmener sa carte d'identité à l'hôpital. Il va y avoir une petite vidéo qui a été faite par la DNS et qui normalement va être publiée sur le site en même temps que la nouvelle version du RNIV, mais j'ai pas encore pu regarder si ça a été mis en ligne aujourd'hui ou si ça va être mis en ligne dans les jours à venir. Donc une petite vidéo qui pourra être diffusée dans les salles d'attente sur la nécessité de produire un document d'identité et donc sur voilà, pour essayer d'inciter les personnes à la présenter. J'ai eu également des questions pour savoir est-ce que les personnes avaient effectivement le droit de contrôler la pièce d'identité. Effectivement, vous n'êtes pas policier, il n'y a pas d'assermentation à ce niveau-là. Donc, il faut noter que ce n'est pas un contrôle d'identité. Moi, j'ai utilisé le mot de contrôle justement pour vous faire réagir, mais voilà, ce n'est pas un contrôle d'identité, c'est une vérification d'informations pour sécuriser le parcours de soins. Donc c'est ça que vous devez répondre aux patients. C'est indiqué dans le RNIV 1, dans l'introduction, que la vérification de l'identité fait partie de l'acte de soins. Que effectivement, si l'usager s'oppose à la vérification de son identité, son INS ne pourra pas être qualifié, que ces données de santé ne pourront pas alimenter le DMP et mon espace santé. Et que dans l'absolu, l'usager ne peut pas s'opposer au référencement de santé avec son INS. Et que le RNIV est opposable à tous les acteurs et en particulier aux usagers. Bon, en pratique, on aura toujours des cas de personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas justifier de leur identité. Donc le réseau des référents régionaux d'identité-vigilance, le 3RIV, dont je vous ai mis le logo en bas, a édité plein de documents, donc vous allez en voir au fur et à mesure de ces présentations, puis vous avez l'habitude, je les mentionne très souvent. Il y a la fiche pratique 8, qui peut donner des indications, des pistes pour des conduites à tenir concernant justement un usager qui ne veut pas justifier de son identité, avec voilà, les différents arguments et les différentes options qui sont possibles. Alors, après le rappel très rapide, parce que le temps passe très vite, je viens de voir. Donc, pour rappel, quand on veut faire une création d'identité, bien entendu, avant, on fait une recherche d'antériorité. Et pour cette recherche d'antériorité, les bonnes pratiques, c'est systématiquement de saisir la date de naissance et de filtrer avec seulement les 3 premières lettres du nom ou du prénom. Et surtout, de ne jamais saisir le nom, prénom en entier. Donc, je vous ai mis des petits exemples en bas. Vous voyez dans quel cas c'est le plus lisible et ça évite de saisir le mauvais patient, enfin de cliquer sur le mauvais patient. Pour les saisies d'identité, ça vous connaissez, je vous le remets juste. Donc on saisit en majuscule avec les 26 lettres de l'alphabet et les chiffres. On n'a pas le droit d'utiliser des caractères diacritiques, mais ça, de toute manière, les logiciels vous les bloquent. Donc tout ce qui est lettres avec accent, tréma, cédille, etc. Et bien entendu, les abréviations ne doivent pas être saisies sous forme d'abréviation. Enfin, on n'abrège rien. Et surtout, il faut bien saisir les apostrophes et les tirets, ce qui, ça, par rapport à la charte régionale qu'on avait au préalable, fait un changement de pratique. Mais bon, maintenant, ça fait longtemps, donc vous avez l'habitude.
On a des cas particuliers qui vont être traités dans la suite des slides, mais sinon, si vous avez encore des difficultés d'identification de l'usager en lien avec les documents français, c'est pareil, le 3Rive a fait la fiche pratique 2 qui permet de gérer les différents cas que je n'aurais pas forcément mentionnés dans ces slides. De plus, pour la partie pièces d'identité étrangères, alors là, c'est un sujet très complexe, très riche, donc je vais vous renvoyer directement vers le webinaire qui a été fait par le 3Rive, qui a été fait en mars, qui présente la fiche pratique 1, qui est en lien avec le recueil de l'identité des étrangers, qui a été mise à jour, et donc ce webinaire a été mis en place pour présenter la nouvelle version. Il y a un petit quiz dedans pour savoir si vous avez bien compris comment lire les identités. Et donc, à droite, je vous ai mis un modèle, donc, qui est ce que vous retrouverez dans la fiche pratique. Par pays, vous allez avoir soit c'est un passeport, soit c'est une carte d'identité, avec les différents champs qu'on peut trouver et à quoi ça signifie. Vous aurez un exemple aussi dans les questions tout à la fin. Donc, les cas un peu particuliers. Quand il y a une date de naissance qui est inconnue ou partiellement inconnue, le RNIV décrit bien comment il faut saisir cette date de naissance. Donc, si c'est uniquement le jour qui est inconnu, on remplacera par le premier jour du mois. Si c'est le mois, on remplacera par le premier mois de l'année. Par contre, si le jour et le mois ne sont pas connus, on va remplacer par le 31 décembre. Et si c'est l'année qui n'est pas connue précédemment, on va utiliser l'année ou la décennie estimée. Et si c'est complètement une date de naissance inconnue, on va enregistrer le 31 décembre et une année ou une décennie qui est compatible avec l'âge du patient. Voilà, donc c'est important de respecter ces i. Pour tout ce qui est prénom et nom inconnu, c'est pareil. Parfois, sur les pièces d'identité ou sur les passeports, on va avoir un champ vide ou alors on va avoir des suites de X ou un SP pour sans prénom. Dans ce cas-là, ce qui est recommandé et ce qui va progressivement être mis également dans les identités INS, c'est la chaîne de caractères sans nom et sans prénom pour respectivement le nom et le prénom de naissance. Le cas du premier prénom composé. Alors ça, c'est pareil, j'ai souvent des questions, donc j'insiste là-dessus. C'est important de savoir qu'un prénom composé peut être composé de deux prénoms séparés d'un espace. Il n'y a pas forcément un tiret entre les deux. Donc la première information qu'il faut regarder sur votre pièce d'identité, c'est savoir s'il y a une virgule. S'il y a une virgule, les caractères présents avant la virgule représentent le premier prénom. Donc là, on a l'exemple de Jean, espace Roger, virgule Pierre. Jean, espace Roger, c'est bien le premier prénom. Si on n'a pas de virgule et qu'on a par contre un prénom qui est composé avec un tiret, on va considérer que c'est ça le premier prénom. Donc là, on aura Jean-Roger, espace Pierre. C'est pareil, on prendra Jean-Roger comme premier prénom. Et en l'absence de tiret ou virgule, là, on va surtout essayer d'interroger l'usager pour connaître son premier prénom. Et s'il n'est pas interrogeable, on va saisir systématiquement la première chaîne de caractères avant l'espace. Ou alors on va aller jusqu'à la deuxième chaîne de caractères avant le deuxième espace si la première chaîne de caractères ne comporte qu'une lettre. Donc là par exemple on a un prénom, c'est M espace Ahmed. On ne va pas enregistrer uniquement M, donc on va mettre les deux parties. Pour le nom et prénom utilisé, vous avez l'obligation de les enregistrer s'ils sont différents des noms et prénoms de naissance. Donc, ils peuvent être indiqués sur les pièces d'identité. S'ils ne sont pas indiqués sur les pièces d'identité, par exemple une femme qui s'est mariée mais qui n'a pas fait changer sa pièce d'identité, vous pouvez également les saisir dans nom et prénom utilisés. Par contre, il faudra que ce soit sur demande expresse de l'usager, que l'usager l'utilise systématiquement à chaque venue et également qu'au niveau de votre structure, vous ayez accepté cette pratique. Je sais que dans certaines structures, c'est vraiment indiqué sur la pièce d'identité, je saisis, non, je ne saisis pas. Donc voilà, vous avez cette liberté-là. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que la notion de nom et prénom utilisé, c'est vraiment pour s'adresser au patient de la façon dont il est appelé dans la vie courante. Donc c'est important de les renseigner quand vous avez cette information. Pour tout ce qui est lieu de naissance. Donc, pour rappel, pour les personnes nées en France, on va enregistrer le COG qui est lié à la commune de naissance. Pour les personnes qui sont nées à l'étranger, là, on va enregistrer le code INSEE du pays.
Donc, on ne va pas forcément renseigner la ville de naissance. Vous avez la possibilité dans vos logiciels, si pour les personnes nées à l'étranger, de le préciser. Mais voilà, ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment ce qui est important en très strict, c'est le code du pays de naissance pour les personnes qui sont nées à l'étranger. Je vous ai mis des liens qui sont les liens de l'INSEE avec les différents codes officiels géographiques au cours du temps, à la fois des communes et des pays. Et en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que si le lieu de naissance n'est pas connu, vous devez enregistrer 89 999 comme lieu de naissance, sachant que dans la plupart des logiciels, vous allez avoir une case à cocher lieu inconnu qui va lui coder ce 99 999 par derrière. Et enfin, important, la nationalité de la pièce d'identité ne présume en rien sur le lieu de naissance du patient. Des fois, il y a eu cette question-là. Voilà, vous pouvez très bien être allemand et être né en Angleterre. Il n'y a aucune corrélation entre les deux choses. Ensuite, donc une fois qu'on a validé son identité, on fait appel au téléservice. Alors, je vous ai remis le petit schéma. Voilà, aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est qu'on va vraiment faire le cas qui fonctionne facilement, c'est-à-dire que vous faites appel au téléservice, il retrouve une identité qui est identique à celle que vous avez saisie et vous allez la récupérer et donc votre identité sera qualifiée. Il faut avoir conscience que voilà, ça ne se passe pas toujours aussi facilement. Vous pouvez avoir les cas où il n'y a aucune identité retrouvée ou des cas où il y a plusieurs identités retrouvées. Donc en pratique, quand il y a plusieurs identités retrouvées, on va essayer de saisir plus de prénoms ou on va préciser le lieu de naissance, des choses comme ça. Inversement, si on n'a aucune identité retrouvée, on va dire d'abord rechercher sans le lieu de naissance, par exemple. Tous ces détails-là, je vous donnerai plus dans le prochain webinaire, hein, tout ce qui est discordance et cas un petit peu complexe. Je vous ai déjà présenté dans d'autres webinaires, mais ce sera vraiment un focus là-dessus. Le cas qui peut ne pas fonctionner, c'est quand il y a une indisponibilité du téléservice, donc ça ne marche pas du tout. Là, pour savoir si c'est lié à votre logiciel ou au téléservice, vous pouvez aller sur cette page-là, donc la page du Sésame Vital, qui indique s'il y a des maintenances, par exemple, qui étaient programmées. La mise à jour de la page n'est pas forcément instantanée, donc parfois vous avez une panne qui est liée au téléservice, mais vous n'avez pas forcément l'information. Sachant que dès qu'il y a une indisponibilité, vos éditeurs de logiciels sont censés être informés par le GU Sésame par mail. Voilà. Donc si vous les appelez, ils pourront vous dire oui, il y a une indisponibilité du téléservice. Bon, après en pratique, c'est assez rare qu'il y ait des indisponibilités maintenant. Et ensuite, un rappel, il n'y a pas besoin de faire d'appel, ça ne sert à rien, de faire des appels au téléservice pour certaines personnes. Donc déjà, les personnes qui n'ont aucune raison d'être immatriculées en France, donc toutes les personnes qui sont touristes, par exemple, ou étrangères. Pour les personnes, les identités fictives ou douteuses, c'est interdit et de toute manière, votre logiciel doit vous bloquer, mais en tout cas, ça ne sert à rien et c'est même contre-productif. Pour les nouveau-nés, ils ont une attribution du NIR qui est assez rapide, qui se fait en quelques jours. Mais voilà, le premier jour où il est né, ça ne sert à rien d'essayer d'appeler le téléservice. Ça arrive à peu près au bout d'une semaine, un peu moins. Vous pouvez avoir la qualification du nouveau-né. Dans les situations d'anonymat légal, bien entendu, dans ce cas-là, ne surtout pas faire appel au téléservice de l'INSEE. Et enfin, pour les bénéficiaires de l'AME, et en fait, on peut le voir au niveau du matricule. C'est des matricules qui ne commencent pas par 1 ou par 2. Ils vont commencer par exemple par des 7 ou par des 8. Ceux-là, ils ne sont pas retournés par l'INS parce que ils n'ont pas d'INS. Donc, ça ne sert à rien d'appeler pour ces personnes-là. Je vous ai remis la page de demande d'appui avec les liens. Hein, vous les aurez avec les PowerPoint. Je ne repasse pas là-dessus plus de temps parce que le temps a filé. Les ressources, c'est pareil, elles n'ont pas changé. Et je fais un petit focus sur les questions qui ont été posées avant. Donc, il y a eu une question qui était intéressante qui était sur la pièce d'identité suisse. Donc là, je vous ai remis le lien vers la fiche pratique 1. Comment décrypter les informations. C'est vrai que voilà, ça fait partie des pièces d'identité qui est un petit peu compliqué. On voit que ici, la demoiselle s'appelle Brel Tess. En fait, Tess, c'est son nom de naissance et Brel, c'est son nom utilisé. Voilà, donc c'est le type d'information que vous pouvez trouver dans cette fiche pratique. Donc ça peut vraiment vous aider pour décrypter les pièces d'identité étrangères. Et je ne l'ai pas mentionné au moment du webinaire, du slide sur le webinaire sur cette fiche pratique-là. Le 3RIV est très demandeur des cas particuliers que vous pourriez rencontrer et qui ne sont pas dans ces fiches pratiques-là. Donc il y a un lien pour envoyer
les documents d'identité que vous auriez, qui seront après anonymisés pour être mis dans ces documents. Mais voilà, pour amender au fur et à mesure la fiche pratique, n'hésitez pas si vous avez des cas que vous connaissez. Ça peut être assez long de faire ces recherches pour tout le monde, donc autant en profiter et les mettre à disposition à tout le monde. Pour le permis de conduire, donc oui, je récapitule, le permis de conduire n'est pas une pièce d'identité à haute valeur de confiance. Pour information, il n'indique pas le sexe, le permis de conduire. Donc c'est pour ça qu'il avait été refusé de ces pièces d'identité, de ces documents d'identité, pardon. Donc les pièces justificatives périmées, elles peuvent être utilisées. Et voilà, les patients qui ne vous laissent pas scanner la pièce d'identité ou passeport, eh ben, ils ont le droit de ne pas l'accepter. Donc il doit être informé du fait que vous allez le scanner ou le photocopier et il a le droit de s'opposer à cet archivage. Voilà, excusez-moi, j'ai déjà débordé, j'ai beaucoup parlé. Alors normalement, on a un petit temps si jamais vous voulez prendre le micro pour les retours d'expérience. Alors le dernier webinaire, j'avais pas du tout eu de succès. Donc, n'hésitez pas si vous voulez à lever la main si vous avez des retours d'expérience sur le sujet. Et sinon, je vais aller regarder les questions qui ont été posées parce que j'ai perdu le fil pendant la présentation et essayer d'y répondre. Alors, pour tout ce qui est titre de séjour permanent temporaire, il y a un travail en cours actuellement par le 3 Rive sur les documents d'identité qui vont être acceptés justement pour tout ce qui est titre de séjour, carte de séjour. Je ne suis pas experte sur ces sujets-là, mais il y a différents noms et différents types de documents pour les personnes étrangères qui sont en France. Et donc, du coup, il y aura le détail vraiment de ce qui est accepté et de pourquoi c'est accepté ou pourquoi c'est pas accepté en fonction des pièces d'identité qui ont été nécessaires pour générer ces documents. Donc, je vous enverrai le lien vers ce document dès qu'il sera disponible. Donc la carte vitale, si on dispose de l'acte de naissance, c'est carte vitale avec photo et c'est vraiment pour avoir la photographie et pour pouvoir vérifier que c'est bien le bon patient qui présente son acte de naissance. Et donc non, s'il n'y a pas de photo, ce n'est pas valable. Oui, alors tout à fait. C'est ce que je vous disais pour la partie les personnes en EHPAD, le livret de famille et la pièce d'identité d'un enfant permettaient de qualifier l'identité du résident. C'était ce qui avait été indiqué dans la version précédente du RNIV. Et pour simplifier, on a permis de faire avec la pièce d'identité, de la carte vitale avec photo, parce qu'en pratique, il y avait beaucoup de structures qui nous disaient que c'était compliqué de récupérer les pièces d'identité des enfants pour faire cette validation. Effectivement, pour les QR codes de l'application Carte Vitale, il est marqué dans les questions que les éditeurs ne sont pas encore tous prêts à les lire. Effectivement, c'est des demandes qui sont faites. Du coup, le RNIV qui est publié ici et également, il y a le guide d'implémentation qui est publié en même temps, qui est donc opposable aux éditeurs de logiciels et qui donc va permettre de mettre la pression pour les éditeurs, sur les éditeurs pour prendre en compte cette lecture de QR code. Alors effectivement, si votre logiciel ne vous permet pas de valider une identité sans importer le document d'identité, vous allez être un peu coincé. Après, vous pouvez vous retourner aussi vers votre éditeur de logiciel. Moi, je suis intéressée, si jamais vous pouvez m'envoyer un mail après pour savoir quel logiciel vous impose cette copie, parce qu'effectivement, ce n'est pas imposé au niveau du RNIV d'avoir une copie pour pouvoir valider l'identité. Et donc, effectivement, je vous transférerai les diapos en même temps que le replay du webinaire, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est qu'il soit diffusé le plus possible. Voilà, je relance, je vous remettrai le lien également, je vois qu'il y a la question sur la session précédente. Donc, je vous remettrai le lien du webinaire, du replay et du diapo de la session précédente en même temps. Pour les demandes d'asile, je ne sais pas du tout. Donc ça, typiquement, ça va être, je pense, dans les documents qui seront sur la fiche pratique du 3 Rive. Voilà. Oui, je me doute que pour les cartes vitales, il n'y a pas de photo. Souvent, c'est compliqué. Alors, pour la pièce d'identité suisse, eh bien, je suis très preneuse d'avoir ce cas-là
de la pièce d'identité avec la française avec l'inverse. Potentiellement, il y a une erreur peut-être sur la pièce d'identité française, je ne sais pas, à voir. En tout cas, à creuser le cas et qu'on puisse l'indiquer également dans cette fiche pratique si jamais il y a des difficultés ou des contre-exemples. Normalement, ce qui a été mis dans les fiches pratiques a quand même été vérifié au niveau des ambassades ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a eu un gros travail de fait. Pour les certifications, il nous a été dit qu'il est interdit de garder la copie des pièces d'identité sur les dossiers. Non, il n'est pas interdit de les garder. Enfin, sur les dossiers. Alors, je regarderai le détail. Si vous voulez dire à l'intérieur du dossier et pas dans un endroit à part, peut-être que c'est une question d'habilitation, que tout le monde a accès à cette pièce d'identité. Il faut vraiment que ce soit crypté dans un endroit où seules certaines personnes peuvent accéder au niveau du logiciel. Donc, c'était peut-être pour ça. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi, on pourra creuser ce... Oui, et ben, si c'est sans cryptage, effectivement, c'est interdit. C'est vraiment ce qui a été précisé dans le RNIV. C'était déjà indiqué avant, mais là, c'est très clair. C'est-à-dire que si vous le conservez, il faut que ce soit crypté, il faut que ce soit avec des personnes homologuées, sinon c'est interdit. Voilà. Et pour les copies papier, c'est la même chose. Ça peut être autorisé, mais par contre, il faut que ce soit dans un coffre-fort, un endroit qui soit sécurisé avec que quelques accès sur des personnes homologuées. Sinon, effectivement, la CNIL interdit de conserver ces documents. Voilà, mais écoutez, j'ai déjà dépassé le temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De toute manière, je continuerai à répondre dans la conversation si jamais, ou n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Et donc, j'ai insisté sur les... Enfin, j'ai pas insisté cette fois-ci, mais et vraiment, si vous m'envoyez des questions sur des patients avec des identités, passez par la messagerie sécurisée de santé pour sécuriser leurs identités. Voilà, écoutez, merci à tous. Je vous renverrai également les prochaines dates pour les webinaires si vous n'êtes pas encore inscrits. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Au revoir.